Bonsoir, vous êtes dans l'Africa Newsroom, ravi de vous retrouver au sommaire de cette émission. Au Togo, Lomé et Sokodé portent encore les stigmates des heurts de ce mercredi entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre. Le bilan est lourd, 4 victimes, un bilan qui atteste de la gravité de la situation. Comment sauver l'économie angolaise qui depuis 2014 subit les effets de la chute prolongée des cours du pétrole? Le président nouvellement élu vient de présenter son plan de relance de l'économie pour l'Angola, deuxième pays producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne. Au sommaire toujours, l'augmentation inquiétante des coupures d'Internet en Afrique, une pratique devenue courante dans de nombreux pays, surtout en période électorale. Et pour débattre de cette actualité, ils sont sur ce plateau. Ezain-Pierre Dognon, écrivain, merci d'être avec nous et bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Willy Elfej Miabatoussa, consultant en marketing. Bonsoir. Et notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir et bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Les Togolais sous le choc après les scènes de guérilla urbaine qui ont eu lieu ce mercredi et qui ont fait un mort à Lomé et 3 autres à Sokodé, ainsi que de nombreux blessés dans les 2 villes. C'était donc à la suite d'une manifestation de l'opposition qui a dégénéré en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Le déroulé des événements dans ce reportage d'Emefa Kofi. Le bras de fer entre pouvoir et opposition menace la paix sociale au Togo. Alors que le gouvernement est dans la logique du référendum sur le retour ou non à la constitution originelle de 1992, l'opposition, elle, a maintenu ses marches des 18 et 19 octobre à Lomé, malgré l'interdiction du ministre de l'administration territoriale qui n'autorise que les meetings en semaine. À Lomé, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ce mercredi étaient donc prévisibles. Nous savons que ce régime dit à qui veut l'entendre que l'opposition est violente, l'opposition organise des manifestations violentes, même à l'étranger. Nous tenons à réitérer que nous organisons toujours des manifestations pacifique. La situation actuelle dans plusieurs villes du Togo préoccupe plusieurs acteurs de la vie sociopolitique du pays et les observateurs internationaux. Pour ce constitutionnaliste, la meilleure solution réside autour d'une table de discussion avec un texte qui fait l'objet de consensus. C'est dangereux d'aller au référendum dans ces conditions avec un texte qui ne fait pas l'objet de consensus politique. Si on va au référendum dans ces conditions, peut-être qu'après même la proclamation des résultats du référendum, les marches vont alors continuer. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien du tout. Donc, prenons le temps de discuter, de nous mettre d'accord sur un texte qui doit faire l'objet de consensus et après on ira au référendum sans problème. Le climat politique au Togo se dégrade. On parle de plusieurs arrestations, plusieurs blessés et des pertes en vies humaines suite aux affrontements de ce mercredi. La société civile appelle à la retenue aussi bien du pouvoir que de l'opposition qui entend maintenir la pression. Pour l'heure, aucune voie de dialogue ne se profile à l'horizon, malgré l'appel de la francophonie ce 18 octobre à privilégier le dialogue en toutes circonstances. Djemal Taleb, donc au moins 4 personnes ont été tuées en marge de ces manifestations organisées par l'opposition pour demander la démission du président Faure Gnassingbé. Comment le pouvoir justifie cette tournure des événements? On ne peut pas justifier la mort d'une seule personne. On ne peut pas. Il y a a fortiori 4. Rien ne peut, mais alors toutes les raisons au monde ne peuvent pas justifier qu'une armée tue sur sa population et qu'il y ait des morts. Jamais. On peut expliquer, on ne peut pas justifier. Et même expliquer, il faut faire attention parce que rien ne peut expliquer qu'on tue ses propres concitoyens. Évidemment, au Togo comme ailleurs, le rôle, les forces de l'ordre peut être posé et on a le droit de le poser. Mais on a en même temps l'obligation de poser un débat de façon sereine, sans que celui-ci vire forcément au pugilat, sans qu'il ne vire forcément à l'affrontement entre les uns et les autres. Notre continent, hélas, nos pays nous ont habitués ces derniers temps à ce que les solutions politiques ne se règlent pas de façon politique. Elles se règlent dans la rue avec la violence. Ce qui est valable au Togo est valable ailleurs. La troisième chose, ce que dit le juriste qui a parlé, et les juristes sont généralement des gens de bon sens, c'est de dire revenons à la table de discussion. Et que si on ne discute pas, on n'y arrivera à rien. Alors après, la question c'est discuter pour avoir un consensus ou pas un consensus. L'idéal c'est le consensus. Mais après tout,
que dans un pays, nous ayons une majorité et une opposition, que la majorité propose un texte, qu'il ne soit pas consensuel, l'idéal c'est qu'il le soit, et que celui-ci soit soumis à référendum, donc au choix populaire. Le consensus en réalité est tranché. La question évidemment est derrière, et je ne suis pas naïf, nous ne le sommes pas, j'espère, sur ce plateau, c'est de dire oui, nous ne croyons pas à la régularité et à la sincérité des élections. Donc tout le nœud du problème est là en fait. Parce que si on était dans un pays où les élections étaient acceptées, on aurait probablement proposé un texte, la majorité l'aurait proposé, l'opposition aurait voté contre, elle aurait appelé à voter contre, et il y a une chance qu'il soit accepté par la population ou pas. Et auquel cas, le débat est tranché. Et donc, la discussion qu'on n'a pas eue au départ et le consensus qu'on n'a pas eu au départ, la population l'aurait tranché. Et donc, en réalité, c'est que sur le continent, nous avons, en tout cas, c'est une bonne partie du continent, parce que nous sommes 54 pays, donc c'est très compliqué de dire sur le continent. Sur le continent, il n'y a pas partout des problèmes. Dans quelques pays, il y a des problèmes. Moi, je fais partie de ceux qui sont plutôt favorables à un débat. Je pense que le président Faure Gnassingbé mène son pays plutôt dans de bonnes conditions. Il lui manque d'être un peu plus démocratique, il ne l'est pas suffisamment. Mais enfin, on ne peut pas considérer que le Togo est le pays le plus mal géré au monde, ce n'est pas vrai. Il manque, cependant. Mais visiblement, c'est ce que pense l'opposition togolaise. L'opposition togolaise peut penser quelque chose, et moi, je peux penser autre chose. Elle n'a pas raison et je n'en ai pas davantage. Donc, chacun a sa manière de voir. Mais je précise et je dis que le président Faure Gnassingbé a l'obligation, je pense encore une fois, de ne pas tirer sur la population, de la traiter de façon convenable, de façon humaine et de comprendre définitivement qu'une vie est importante. Mais revenons toujours au même problème. Si le président Faure Gnassingbé et son gouvernement n'organisent pas les élections dans des conditions acceptables, si la table de négociation ne prévoit pas la garantie de régularité nécessaire, et auquel cas il faut le critiquer. Mais si on lui dit non, faites le consensus, comprenez, intégrez ce que nous voulons, sinon nous ne discutons pas, là ça devient une ineptie intellectuelle dangereuse. Et donc on ne peut taper, pardon une fois, et reprocher au président Faure Gnassingbé que ce point-là précis. Demandez-lui que les élections se passent dans des conditions de transparence absolue. Demandez-lui que la régularité et la sincérité du scrutin soient garanties. Et auquel cas, allons vers un référendum. Et pardon, cette opposition qui est respectable, demeurant, qui manifeste dans la rue peut aussi manifester son humeur, son mécontentement dans les urnes. Et auquel cas, la démocratie, et je veux dire, le Togo et au-delà, le continent africain, y gagnerait. Alors, dans les urnes, mais d'ores et déjà, c'est vraiment le texte qui va être présenté au référendum qui pose problème. Non, mais vous pouvez, le texte correspond à quoi? Je vais en finir. Le texte correspond à quoi? Correspond à la volonté d'une classe politique donnée, celle de la majorité. Celle-ci considère que le texte qu'elle propose est bon. Que l'opposition n'accepte pas que ce texte, qu'elle s'y oppose et qu'elle vote, qu'elle demande à ce qu'il ne soit pas adopté par référendum, c'est, j'ai envie de dire, son droit et son rôle. Peut-être pour aller au référendum, cela suppose déjà qu'il y ait un consensus peut-être autour du texte qui va être présenté. J'ai fini. Si nous ne sommes pas d'accord, mais si nous ne sommes pas d'accord sur le texte, on a un arbitre. Ça s'appelle la population. Justement. Et donc il faut que celle-ci tranche un problème. Pierre Doglou. Oui, je rebondis justement sur la dernière phrase de M. Taleb pour dire on a la population. Et c'est l'opposition justement craint cette population, ne craint pas cette population-là d'ailleurs, et se dit que cette population est acquise à sa cause, mais craint le pouvoir qui manipule la population. Il faut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, à Lomé ou au Togo, n'est que la conséquence des erreurs politiques depuis 1960. Parce que quoi? Déjà, juste après les indépendances en 1960 et après l'élection du président Sylvanus Olympio, il y a eu ce coup d'État qui a été fatal pour ce président et qui a vu venir à la tête du pays un autre président, le président Nicolas Grunitzky, qui lui aussi a été par la suite assassiné avant qu'il y ait l'ère Faure. L'ère Faure a duré de 1967 à 2005. Non, le papa voulait dire Gnassingbé, ouais. Le papa, de 1967 à 2005, avant sa mort. Et il y a eu l'ère du fils. Que craint alors la population? Les élections de 2005 ont été contestées. Les élections de 2010 ont été contestées. Les élections de 2015 ont été contestées. Ce qui veut dire quoi? L'opposition suppose qu'aujourd'hui, qu'on aille aux urnes ou pas, qu'on fasse du référendum ou pas, Faure aura toujours raison. Du coup, elle voudrait que Faure parte simplement du pouvoir qu'il soit chassé du pouvoir comme eux, ils le souhaitent. Mais est-ce que c'est la solution? C'est la vraie question qu'on peut se poser.
Willy Elfej, tout ça. Alors, je rejoins ce qui a été dit, à savoir que déjà, en revenant d'abord sur tout ce qui est répression quelque peu excessive, hein, je pense qu'il n'y a pas de justificatif à cela, premièrement. Et le deuxième point, je vais rejoindre ce que vous avez dit, monsieur, à savoir que déjà, l'opposition aujourd'hui est dans une posture que je pourrais qualifier de ras-le-bol, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les différents échecs hein, au niveau des différentes élections qui se sont déroulées dans ce pays ont montré qu'effectivement, le pouvoir tenait dur comme fer et n'avait pas cette, disons, volonté de lâcher du lest à ce niveau-là, et d'où le fait qu'ils s'inscrivent dans cette posture un peu d'immobilisme. Par contre, je ne suis pas d'accord, comme le disait M. Taleb tout à l'heure, sur cette situation qui consiste à dire que parce qu'ils ont fait ça, on refuse de dialoguer quoi que ce soit. Je pense que là, il est clairement temps d'établir un dialogue constructif, d'une part, et que par la suite, on va dire l'arbitre final soit le peuple. Parce que ce qu'on reproche aussi aux économies, enfin aux politiques africaines, notamment dans les oppositions, c'est la contestation permanente qui des fois sort un peu de l'ordre du constructif, et par la suite, c'est la politique de la chaise vide. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de ce sempiternel débat et que pour une fois qu'on puisse déjà dépassionner un peu le débat en tant que tel, et cette fois-ci aller sur une négociation qui aboutirait, on va dire, à des conditions, on va dire, de transparence pour tout le monde, et que l'opposition aussi puisse faire preuve, j'ai envie de dire, d'un peu plus de subtilité. Parce que cette posture quelque peu radicale, on l'a vu, ne résout pas systématiquement le problème. Alors, est-ce que cette escalade de la violence ne montre pas finalement ce que justement l'opposition reproche au pouvoir, à savoir, je cite, une restriction de la liberté de manifester? Je fais partie de ceux qui pensent que le Togo n'est pas un grand pays démocratique, que la liberté, évidemment, a encore du chemin à faire. Mais je l'ai dit, je le répète maintes et maintes fois. Je pense en même temps qu'il y a un passé qui n'est pas soldé et qu'une partie de l'opposition qui se prévaut d'une légitimité donnée, parfois d'ailleurs assez surfaite et pas tout à fait normale, veut solder un passé, non pas avec Faure Gnassingbé, mais avec son père, et probablement d'ailleurs au-delà. Et donc tant que ces rancœurs-là continuent encore à peser sur la classe politique, la population sera prise en otage. Et en réalité, l'un des nœuds du problème du togolais, et vous le savez très bien, c'est aussi celui-là. La deuxième chose qui, de mon point de vue, est fondamentale, c'est que rien ne justifie le désordre. Rien ne peut justifier qu'une situation soit dans un état chaotique, pré-catastrophique, dans une région, dans un pays qui a connu la situation qu'on connaît en 2005. Rien ne peut justifier ça. Et pardon, je suis pour ma part prêt à laisser Faure Gnassingbé 50 ans au pouvoir, pour peu que les Togolais ne meurent pas et que le désordre ne soit pas la situation normale. Rien ne peut envier la situation de la Somalie, rien ne peut envier la situation de la Libye ou d'un autre pays quel qu'il soit. Pardon, nos États sont fragiles, ils sont très fragiles, et donc nous sommes capables, pour des histoires d'interprétation constitutionnelle, d'élections faites ou pas faites... Mais c'est cela aussi qui fait la fragilité de ces États. Non, pas du tout. Moi d'accord, le désordre est le nœud le plus compliqué de nos États. Et donc nous avons sans aucun doute besoin d'institutions. Mais les institutions, encore une fois... Justement, c'est peut-être la faiblesse des institutions qui provoque cette instabilité, cette fragilité. Précisément, si vous voulez que les institutions soient solides, faisons en sorte que l'élection soit solide. Parce qu'en réalité, les institutions sortent de l'élection. Et donc, mettons-nous autour de la table. Ne nous dites pas au préalable, nous sommes obligés d'avoir le texte que nous souhaitons, sinon nous n'irons pas vers la table. Non, allons vers la table. Si on arrive à un texte consensuel, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on posera le problème sur tout le continent africain. L'un des débats qui se pose à nous de façon sempiternelle, et vous avez raison de le dire, c'est que deuxième, troisième, quatrième, cinquième mandat. En fait, tout ça exprime chez nous une chose, c'est la difficulté de transmission du pouvoir. Ça pose aussi un deuxième problème, c'est que nous ne sommes pas capables de régler la difficulté que nous aurons à organiser des élections transparentes. Et comme nous ne sommes pas capables de les organiser et de les gagner, nous essayons de faire le verrou constitutionnel pour régler un problème politique. Réglons le problème politique, trouvons définitivement, et puis pardon, beaucoup de pays l'ont fait, l'Amérique du Sud a connu ce problème-là dans les années 80 et 90, elle l'a réglé. Pourquoi, si le continent africain ne sont pas capables de régler? Pardon, la vie de Faure Gnassingbé de tel ou tel chef d'État est anecdotique par rapport à la vie du continent et par rapport à la vie des États. Si nos oppositions, mais aussi nos pouvoirs, mais nos oppositions veulent être responsables à jamais, elles considèrent que l'ancrage de la démocratie, que l'ancrage de la vie démocratique demande beaucoup de temps et demande parfois un peu de sacrifice et qu'il ne soit pas lié à l'ambition des uns et des autres. Et donc, mettons-nous sur la table et essayons d'occuper, comme disent les Anglais, step by step jusqu'à ce qu'on y arrive, et c'est possible. C'est vrai que cela fait partie de ce qu'on peut reprocher justement à l'opposition. Parce qu'une chose est de dire que Faure est ce qu'il est aujourd'hui, ça c'est sûr, on sait comment il est venu au pouvoir et tout, mais une chose est de pouvoir accepter
la discussion, parce que c'est de la discussion que j'aille la lumière. Déjà, l'opposition est complètement renfermée sur elle-même, où on dit il n'y a pas, nous ne voulons pas. Est-ce que ce n'est pas la situation qui a entraîné cet enfermement Évidemment, de l'opposition? il y a la situation, mais vous avez une porte de sortie, parce qu'aujourd'hui, il faut accepter le dialogue. Il faut dire, écoutez, il y a un test, venez prendre ce test-là, nous allons l'étudier autour d'une table. Nous allons améliorer. D'ores et déjà, le pouvoir a déjà fixé, voilà, le référendum va se tenir d'ici la fin de l'année. On est d'accord. On est d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, il faut rejeter toutes les propositions qui viennent par la suite. Parce qu'il faut faire des propositions. On ne peut pas dire qu'il n'en fait pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des issues. Et la remise en cause de soi-même est nécessaire pour les autres. Évidemment. Il faut se poser des questions. Donc il y a une certaine immaturité politique au niveau de l'opposition togolaise. Excusez que je le dise, parce qu'on le constate. L'opposition, comme le disait tout à l'heure mon ami économiste, c'est-à-dire on est dans la contestation permanente. Une chose est de contester, une chose est de voir en l'autre la mauvaise, c'est-à-dire tout ce qu'il fait est mauvais. Mais une chose est de pouvoir apporter aussi son expertise. On n'a pas besoin de gouverner aussi avant d'apporter en fait ce qu'on peut faire dans un pays. J'ai comme l'impression que les opposants africains ils attendent en fait d'être au pouvoir avant de pouvoir agir, alors que non, pour gouverner un pays, pour empêcher... Mais justement, l'opposition propose quand même un certain nombre de changements afin d'aller vers l'alternance. On est d'accord. Mais les changements, je vais vous donner un exemple. Vous savez, beaucoup de nos anciens opposants sont devenus chefs d'État aujourd'hui, je ne cite aucun nom. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui sont parfois dans la même situation qu'ils critiquaient au préalable. Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas eux qui sont mauvais. C'est l'esprit, la mentalité, la philosophie politique qui a besoin d'être changée. Et donc, tant qu'on n'aura pas évolué ça, sur ce point-là, sur le continent africain, très souvent, pas tout le continent africain, mais souvent, on n'avancera pas. Ça veut dire encore une fois que les débats, mais alors permanents, que nous avons sur premier, deuxième, troisième mandat, l'organisation ou pas des élections, les commissions électorales indépendantes. Il n'y a pas un pays du continent qui n'a pas sa commission électorale. Très souvent, elle est totalement organisée de façon collégiale. Très souvent, elle a le pouvoir monopole, même parfois normatif. Et pourtant, on continue à contester les élections. Et pardon, contester les élections dans une société, c'est de plus en plus le cas, où la biométrie fait la règle, où les pièces d'identité ne sont pas falsifiables, où les cartes d'électeurs ne sont pas falsifiables, où le fichier électoral est audité en permanence. Vous allez la contester jusqu'à quand? C'est tout le problème. On a entendu très peu Monsieur Miabi tout ça et je vais vous entendre, mais juste après la pause. Donc on se retrouve dans quelques instants.